On s'est rendu au message de notre président. Je pense que vous savez tous que c'est un moment fort de notre Assemblée. Bruno, pour vous le rappeler, vous savez, il exploite une ferme à Saint-Georges-de-Windsor, une ferme d'environ 150 têtes, 500 acres en culture. Il est président de notre organisation depuis décembre 2011. Il a été vice-président de notre organisation 4 ans auparavant. Il préside les producteurs de la région de l'Estrie depuis 2002. Puis il est aussi vice-président et membre du conseil d'administration des PLC. Fait qu'à ce titre, là, il participe aux tables nationales de travail, là, que ce soit CCGL, le comité d'organisation P5 et j'en passe. Il est aussi sur le comité de négociation actuellement, là, lequel on vient de parler au niveau producteurs transformateurs. J'ai envie de faire un petit spécial pour sa présentation parce qu'on a eu, je pense, une année spéciale là, au niveau des producteurs de lait. J'ai envie de faire une analogie avec le hockey. Là. Bruno, c'est le capitaine de notre équipe, c'est notre leader, c'est notre meilleur joueur là, qu'on veut voir sur la patinoire. Si on compare les derniers 12 mois à une saison de hockey, je pense que la première partie de la saison, ça s'est quand même bien passé. On a eu de la croissance de marché. Alors, je pense que les partisans étaient contents. Ça faisait depuis plusieurs saisons que notre marché n'avait pas une croissance de cette ampleur-là. Fait que je pense que la première partie de la saison, ça s'est bien passé. Ça s'est un peu gâté durant la deuxième moitié de saison, à la mi-saison. Puis vous savez ce qui s'est passé, la chute du prix du lait, les ententes du PTP, les importations de protéines laitières. Ça a été difficile là, puis pour toute l'équipe. Puis l'équipe, là, je veux parler, là, j'ai inclus Alain. Moi, je le considérais en hockey comme notre coach. Il y a des assistants coach, tout le personnel. Puis il y a du personnel de soutien aussi, les soigneurs. On a eu besoin pas mal cette année. Les préposés à l'équipement, bien, je peux vous assurer que votre organisation a multiplié les efforts là, durant cette période difficile là, qui n'est pas encore réglée. C'est quand ça va mal qu'on reconnaît les grands leaders. Je pense que notre capitaine, il ne s'est pas caché dans le vestiaire quand son équipe ne performait pas à la hauteur. Notre capitaine a donné jamais autant d'entrevues qu'il avait faites par le passé, peut-être dans les 3 premières années de son mandat. Je pense qu'il est allé publiquement pour expliquer, défendre le travail de l'équipe, parce que ce n'est pas parce que le résultat n'est pas là que le travail n'est pas effectué, l'effort n'est pas au rendez-vous. Il a aussi dû aller à la rencontre de ses partisans, parce que les partisans n'étaient pas contents non plus, on ne marquait plus assez de buts. Il a reçu des coups. Il a expliqué, il a rassuré, il a essayé de mobiliser les producteurs. Puis il est retourné sur la patinoire. On peut dire que Bruno, on peut le dire maintenant, c'est plus un secret. Il a joué un bout de cette saison-là, de partie de saison-là, blessé. Blessure au haut du corps. Toujours parler en termes de hockey. Vous savez, notre capitaine, c'est un joueur acharné. C'est un gars qui est capable de jouer du coude d'un coin de patinoire, mais il est aussi capable là, de jouer de finesse devant le filet quand ça le requiert. Fait que je pense que là, on est rendu dans les séries éliminatoires, puis on mise sur son leadership et sa détermination pour atteindre nos objectifs finaux. Alors, sans plus tarder, pas notre capitaine, mais notre président, Bruno Latente. Merci, Denis, pour cette belle présentation. Mais je ne pensais pas qu'on faisait les séries, par exemple. Là. Parce que même si tu gagnes 10 matchs d'affilée au début de la saison, si tu ne fais pas les séries, vous regarderez le Canadien si jamais ça lui arrive. C'est une bonne analogie, une belle comparaison. Je te remercie. OK, bien, bonjour tout le monde. Je souhaite la bienvenue à tous les producteurs. Vous voyez qu'il y en a quelques-uns, même plusieurs. Je salue les producteurs, administrateurs de notre CA. Comme Denis vient de le dire, on passe une période difficile, puis j'appuie votre support. Bienvenue aussi à tous les invités, les transformateurs, les gens du gouvernement, puis les gens des autres provinces aussi. On apprécie que vous soyez avec nous. Les derniers mois ont été mouvementés. Je vous l'ai dit hier, mon discours va ressembler un peu à ce qu'on a parlé pendant une journée de temps.
derniers mois ont été mouvementés et difficiles pour les producteurs de lait. Plusieurs ont craint pour leur avenir, leur entreprise. Ils sont toujours très préoccupés. Toutes les conditions ont été réunies pour qu'on ait la tempête parfaite. Une conjonction d'événements, pas forcément liés entre eux, mais qui ont soulevé un questionnement légitime et beaucoup d'inquiétudes. Depuis l'accord de libre-échange avec l'Union européenne, notre confiance envers le gouvernement fédéral a été quelque peu diminuée. L'accélération des négociations du partenariat transpacifique à partir du printemps nous a donc placé sur un pied d'alerte. Avec la coalition VO5, nous avons lancé la campagne Fort et Unis, mobilisé nos producteurs et nos partenaires. Parallèlement à cette situation très préoccupante pour l'avenir de notre système, le prix, comme Alain vient de le dire, a connu une baisse successive durant 5 mois. Pour passer, dont celle de juillet qui faisait passer les prix standards sous les 66 $ l'hectolitre pour la première fois depuis avril 2012. Compléter ce portrait, la demande du marché canadien est en hausse depuis 2013 et a continué sa forte progression et nos stocks de beurre ont atteint des niveaux exceptionnellement bas. On a dû ajuster à quelques reprises le nombre de fournées supplémentaires pour combler cette demande à court terme. Nos usines de beurre poudre ont atteint la limite de leur capacité au début de l'été, ne fournissant pas à sécher le lait écrémé résiduel de la fabrication de beurre. Ensemble, on avait la menace du PTP, des revenus à la baisse, une planification de production pour répondre à la demande qui avait l'air déréglée, un beau cocktail pour alimenter toutes sortes de théories du complot, d'insatisfaction, de remise en question de la gestion du système. Dans les circonstances, je comprends très bien que nos producteurs se soient inquiétés et on entendait plusieurs questions et commentaires. Comment ça se fait qu'on n'ait pas venu venir ça? Est-ce que j'ai entendu ça hier pendant la journée? Est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? Est-ce qu'on a un plan de match? Qu'est-ce qu'on attend pour agir? C'était des questions légitimes et c'est pour y répondre qu'on a fait le tour du Québec fin septembre, début octobre. Comme Alain l'a dit, 2000 producteurs qu'on a rencontrés. On a essayé d'expliquer la situation et aussi pour les écouter. Plusieurs ont exprimé leur mécontentement. Je n'ai pas de problème avec ça. Ça fait partie du métier. Rendre des comptes, répondre aux questions, écouter les critiques, rajouter le tir si nécessaire. Je crois sincèrement qu'une majorité de producteurs est sortie de ces réunions avec une meilleure compréhension des problèmes, de la cause et des solutions sur lesquelles on pouvait travailler. Sans reprendre toutes les explications de la tournée, je vais revenir sur ces enjeux et sur leur évolution dans les prochaines minutes. Mais d'abord, je veux vous rappeler certains éléments fondamentaux concernant notre organisation. Je pense que ça s'impose suite aux commentaires entendus dans les salles de réunion et aussi lus sur certains médias sociaux. Vous savez un peu ce que je pense des médias sociaux, mais ça fait partie de la vie. Nous avons la grande chance d'avoir une organisation démocratique qui est respectée et reconnue par les gouvernements, par les leaders d'opinion, par la population générale, comme un des groupes, avec l'UPA, le plus influent de notre société. Notre organisation nous est enviée par bien des producteurs au Canada et ailleurs dans le monde. Les producteurs de lait nous appartiennent et travaillent pour les 5800 fermes laitières de la province. L'organisation est l'administrateur de notre plan conjoint, dont le premier objet est d'obtenir pour l'ensemble des producteurs des conditions de mise en marché les plus avantageuses. La défense des intérêts des producteurs est inscrite dans notre ADN. Tous les délégués ici présents représentent chacun environ 40 producteurs de lait de la base. Notre conseil d'administration provincial, c'est d'abord 14 producteurs élus dans leur région à la base et élus dans le conseil général par leur pairs. Tous les élus sont des détenteurs de quotas, des producteurs qui tirent des vaches et qui vivent de la vente collective de leur lait. Comme tous les autres producteurs québécois qu'ils représentent, toutes les décisions que nous prenons, ensemble, nous les prenons avec l'intention et dans le but unique de servir les intérêts des producteurs. Nous en subissons les inconvénients quand il y en a, nous en retirons les bénéfices quand il y en a aussi, tous ensemble. Nous ne sommes pas infaillibles. Nos décisions peuvent être critiquées et doivent l'être. Les critiques constructives et l'engagement concret, c'est comme ça qu'on avance dans une organisation démocratique. Voilà pour mon petit aparté. D'abord, le prix du lait. Alain vient juste de faire le point sur cet élément crucial de revenu des producteurs. La situation a commencé à se redresser depuis le mois d'août, mais clairement, l'année 2015 ne sera pas parmi les meilleures en ce qui concerne le revenu des producteurs. Le bilan de l'année laitière 2013-2014 était nettement meilleur, avec des revenus records même. Dans les perspectives présentées à notre AVS de l'an dernier,
Nous avons vu venir une baisse des prix moyens pour 2014-2015. En effet, les prix mondiaux qui influencent le prix des classes spéciales et celui des l'écoulement de nos surplus de lait non gras étaient à la baisse. En plus, les stocks de beurre étaient bas et les reconstruire allait entraîner les surplus structurels que vous connaissez. Enfin, la formule d'indexation des prix de classe 1 donnait une baisse et on prévoyait que le prix subirait le même sort, le prix des classes 2, 3 et 4. On avait donc prévu et annoncé cette baisse de prix lors des réunions régionales le printemps dernier. On parlait de 4 à 6 %. On aurait aimé ça se tromper, on ne s'en doute pas, là. Cette baisse de revenus me permet d'ailleurs de corriger une fausseté véhiculée par certains adversaires de notre système. Selon eux, la gestion d'offre nous donnerait le pouvoir de fixer le prix de vente du lait. Pour paraphraser le Renaud Dépôt, si on pourrait le faire, on le ferait, mais on n'aurait jamais toléré cette situation-là. La gestion de l'offre, c'est un fait, permet d'éviter la grande volatilité des prix en ajustant l'offre à la demande. Elle permet aussi d'établir un prix basé sur les coûts de production de l'hectolitre moyen au Canada, pour une bonne partie de notre production. Mais nous ne sommes pas totalement à l'abri des soubresauts et de l'indiscipline du marché mondial. Heureusement, on n'a pas eu à subir l'ampleur du choc qu'encaissent nos collègues européens, américains, même néo-zélandais, depuis le début de l'année. Une baisse moyenne de 30 à 50 % du prix du lait à la ferme. Grâce à la gestion de l'offre, nos gouvernements ont aussi évité d'avoir à réchapper les producteurs, comme les gouvernements européens qui ont investi 3/4 milliard, en plus de 60 milliards dédiés à l'agriculture, c'est des euros en passant, qu'elles dépensent annuellement. Les produits laitiers sont parmi les denrées dont les prix mondiaux est le plus volatile. D'avril 2013 à août 2015, le prix de la poudre de lait écrémé est passé de 5 100 $ US la tonne à moins de 1 600 $ US la tonne en dedans de 16 mois. Le prix record de 2013 s'expliquait principalement par la forte demande chinoise et une production mondiale plus basse, due entre autres aux mauvaises conditions climatiques de la Nouvelle-Zélande. Bien entendu, ces prix records ont fait augmenter la production des pays exportateurs. Mais à leur prix, parce qu'au même moment, la demande chinoise s'est essoufflée, il y a eu l'embargo russe, l'offre mondiale a vite dépassé la demande et on connaît la suite. Maintenant que l'Europe a abandonné la gestion de l'offre, ce déséquilibre risque de s'accentuer. La concurrence sera plus féroce que jamais pour les produits de commodité comme la poudre de lait écrémé et le beurre. On n'a pas fini avec les montagnes russes du prix mondial. La semaine dernière, le prix de poudre de lait entier a subi une nouvelle baisse sur l'enchère internationale du Global Dairy Trade. Une économiste senior d'une grande banque néo-zélandaise disait que l'effet El Niño pourrait entraîner la sécheresse et baisser la production dans ce pays, qui ferait réduire l'offre et augmenter le prix. En Europe, le ministre de l'Agriculture d'Allemagne misait plutôt sur l'écoulement sur le marché africain pour désengorger le marché mondial et a espéré une remontée des prix. En bref, pour gérer les risques agricoles, on propose du dumping dans les pays en développement, des versements de milliards comme ils ont fait pour soutenir les agriculteurs européens, ou El Niño pour provoquer des sécheresses. Tout plutôt que la gestion de l'offre. Franchement pathétique, pour rester poli, j'appellerais ça de l'aveuglement idéologique. Heureusement, malgré les concessions faites dans le partenariat transpacifique et à l'Europe, malgré les perpétuels problèmes aux frontières sur lesquels je reviendrai tantôt, nos gouvernements semblent avoir compris les avantages de notre modèle et soutiennent toujours la gestion de l'offre. Les perspectives pour le prix du lait s'annoncent meilleures pour l'année prochaine, comme Alain nous l'a indiqué. Le prix pour la classe 1 à 4 devrait s'améliorer, compte tenu en l'autre de l'ajustement des prix, que la sociale devrait tenir compte de l'augmentation de nos coûts de production et baisser nos revenus, et la baisse de nos revenus de cette année pour les prix cibles. Du côté des prix mondiaux, même si nous n'avons aucun contrôle sur ce plan, certains signaux permettent d'espérer un redressement qui aura un impact positif sur le prix des classes spéciales. Là, à 1600, il ne devra pas baisser bien plus que ça. Là. Ça commence à être pas faire. Reste la problématique des surplus croissants de solides non gras et leur impact négatif sur nos revenus. La reconstruction des stocks de beurre, dans le contexte d'une demande de matières grasses qui demeure forte, de même que le problème non résolu de l'importation de concentrés protéiques aggrave cette situation. En ce qui concerne la croissance des besoins canadiens et la reconstruction des stocks de beurre, c'est un problème pour nos revenus à court terme.
Mais c'est un beau problème en ce qui concerne notre marché. J'aime mieux voir la demande de beurre en forte croissance et la décroissance de la margarine que le contraire. Rappelons-nous qu'il n'y a pas si longtemps, ça fait à peu près juste un an, ça, on cherchait toutes sortes de moyens pour qu'il y ait plus de quotas disponibles sur le SCBQ. Là, on aura eu 8,5 % d'augmentation de notre droit de produire en 2014-2015. Cette forte croissance est réelle et la CCL prévoit qu'elle se maintiendra en 2016. Mis à part le lait de consommation et la crème glacée, tous les produits connaissent de la hausse. Et tous les produits connaissent des hausses avec un peu de gras. Donc, la demande en gras n'est pas juste dans le beurre, mais dans tous les produits. La demande pour le beurre n'est pas un phénomène seulement canadien. On l'a vu là, avec le prix sur l'acétate. On observe la même situation aux États-Unis. Nous aurons une présentation plus technique de la CCL cet après-midi qui viendra sans doute éclaircir le phénomène et expliquer pourquoi il a été difficile de prévoir l'ampleur des besoins de cette année. Je m'y attarderai donc pas. Je vais vous parler de nos actions pour résoudre la problématique des surplus structurels. Nous travaillons sur 2 fronts pour le résoudre. La négociation nationale avec les transformateurs afin de mettre en place une stratégie d'ingrédients qui valoriserait nos surplus et le resserrement du contrôle des importations. En ce qui concerne le premier front, ça faisait plus de 2 ans qu'au sein des producteurs laitiers du Canada, nous souhaitions une négociation nationale avec les transformateurs pour favoriser l'utilisation d'ingrédients laitiers canadiens dans la fabrication de nos produits. C'était d'ailleurs un des thèmes de notre journée de réflexion de 2013. Ces négociations sont en cours depuis l'été dernier. C'est la première fois qu'une telle négociation nationale a lieu avec les représentants des producteurs et des transformateurs de toutes les régions canadiennes. Nous nous sommes engagés à la confidentialité, comme vous le savez, et à ne pas négocier sur la place publique. Nous sommes encore loin d'une entente, mais je dois dire que je sens une réelle volonté d'y arriver de part et d'autre. Comme vous le savez, nous sommes condamnés de nous entendre. Nous avons besoin les uns des autres. Il faudra accepter des compromis mutuels pour assurer l'avenir et la croissance de notre secteur dans un environnement plus compétitif que jamais. Des compromis, nous sommes prêts à en faire, mais il faudra que l'entente soit mutuellement profitable. À ce propos, je ne peux passer sous silence l'initiative des producteurs laitiers de l'Ontario et de 2 transformateurs de cette province annoncée le mois dernier. Nous avons été profondément choqués d'apprendre qu'une telle négociation avait lieu à l'insu de tous les autres partenaires, producteurs et transformateurs, participant à la négociation nationale. Quand je dis « nous », j'inclus toutes les parties à cette négociation. Ce n'est pas tant le contenu de cette négociation qui choque, même s'il est loin d'être à la hauteur de nos attentes. C'est le double jeu que cette manœuvre va impliquer. L'urgence de la situation, on la connaît nous aussi, n'est d'aucune façon justification acceptable pour le manque de solidarité de ce comportement et les conséquences qu'il a sur la négociation nationale. Même s'il est difficile d'accepter ce geste, nous allons continuer de travailler de bonne foi avec nos voisins parce que c'est dans l'intérêt supérieur de notre industrie et de nos producteurs. Nous avons demandé à l'Ontario de surseoir à cette démarche et de contribuer véritablement à l'obtention d'une entente nationale. On croit aller plus vite seul, mais on est plus fort et on va plus loin ensemble. Tous doivent le comprendre. Même si nous arrivons à une entente producteurs-transformateurs, cela n'arrêtera toutefois pas le problème de l'importation de concentrés protéiques. La solution pour refermer cette brèche repose sur la volonté politique du gouvernement fédéral d'agir. Et le plus tôt sera le mieux. Depuis la fin des années 90, nous menons un combat qui semble perpétuel contre les contournements de l'esprit, de la lettre, des règles de contrôle des importations négociées dans les accords commerciaux internationaux. Déjà, en 2002, nous manifestions à Saguenay en marge du Parti libéral du Canada pour réclamer le resserrement douanier contre les importations d'huile de beurre et d'huile de beurre sucrée et des concentrés protéiques. Un mauvais classement tarifaire des concentrés protéiques, 85 % et plus, avait permis leur entrée sans tarif, sans limite, au tournant des années 2000. L'Agence canadienne des services frontaliers a corrigé cette situation en 2003, à la suite des pressions des producteurs laitiers du Canada. Mais après un long processus judiciaire, la Cour fédérale a imposé son reclassement initial, en 2006. Les producteurs de lait sont de nouveau mobilisés. Souvenez-vous de l'opération poche de poudre de lait. On a même un député qui a une photo avec une poche de lait. Je vais y m'aller, probablement. Avec des manifestations régionales et la sac de remise de poudre de lait crébé aux députés fédéraux,
pour les sensibiliser à l'impact des surplus sur le revenu des producteurs et à l'importance de colmater la brèche à la frontière. À l'issue d'une année et demie de pression, nous avons enfin obtenu du gouvernement conservateur, en 2008, l'adoption des standards de composition du fromage pour limiter l'ajout des ingrédients ne provenant pas du lait de la ferme dans la fabrication de ce produit. Entre-temps, il y a eu l'importation des kits à pizza, des sachets de viande à pizza accompagnés d'un sac de fromage qui sont mis à entrer aussi en franchise de douane. On a essayé d'avoir des explications hier là-dessus, comment ça avait pu passer. Puis, si vous avez compris, vous me le direz. Nouvelle pression, et le gouvernement a mis fin à cette aberration en 2013 dans la foulée de l'annonce de l'entente de libre-échange avec l'Europe. Le principal problème depuis un peu plus de 2 ans maintenant, c'est l'importation de lait diafiltré. Du lait auquel on a retiré le lactose, le gras, les minéraux et qui contient 15 de protéines concentrées. Lors de notre journée de réflexion de novembre 2013, nous avions discuté de cette problématique et des solutions envisageables pour le régler. L'Agence canadienne des services frontaliers a classé ce lait dans la même ligne que les concentrés protéiques 85 et plus. Selon sa logique, le lait diafiltré sur une base sèche serait l'équivalent de concentré en poudre. Si on suit cette logique, il devrait donc, une fois au Canada, être traité comme un ingrédient laitier, dont l'ajout aux recettes des fromages est limité par les standards. C'est sans compter sur la logique d'une autre agence, l'Agence fédérale canadienne d'inspection des aliments. Cette agence est responsable de l'application des standards sur les fromages. Mais elle considère que ce produit n'est pas un ingrédient au sens du règlement, mais que c'est du lait. Les transformateurs pourraient donc l'ajouter à leur recette sans limite. De 2 choses l'une. Si c'est du lait, il devrait être classé comme tel dans une ligne avec contingent, tarifs et tarifs hors contingent, qui en limite l'entrée au pays. Si c'est un produit équivalent au concentré protéique de 85 il devrait être traité comme un ingrédient laitier et son ajout il devrait être strictement limité selon les standards. C'est tellement simple, mais pas pour nos fonctionnaires. Les 2 agents restent sous l'opposition malgré toute leur représentation. La solution est donc politique. Il faut que le gouvernement canadien tremble. C'est ce que nous avons réclamé sans succès du gouvernement conservateur. On nous disait qu'il fallait attendre la fin des négociations du PTP, ça mettrait en cause les standards sur les fromages. Mais là, c'est le temps d'agir, le PTP est signé. Nous avons remis ce dossier sur la place publique en même temps que celui de la protection de la gestion de l'offre dans les négociations du partenariat. En effet, depuis le printemps dernier, nous nous sommes mobilisés comme jamais depuis quelques années. À l'AGA d'avril, dans le contexte des négociations du PTP, qui accélérait, le message que nous avions reçu de vous était ne ménagez pas les moyens et les efforts. La manifestation, si nécessaire, mais pas nécessairement la manifestation. Trouvez d'autres moyens pour faire passer notre message sur l'importance de préserver la gestion de l'offre auprès du gouvernement et de la population. Nous avons lancé notre campagne Fort et Ennemi en conférence de presse le 25 mai avec le ministre de l'Agriculture du Québec, le président de l'UPA et ceux des coopératives fédérées et de l'AgroPure, de très nombreux partenaires Géo5 du secteur des intrants, de la transformation, des services du milieu financier étaient aussi présents. Nous avons donné l'impulsion à un mouvement qui visait à mobiliser notre base et nos appuis partout au Québec. Vous avez tous contribué à lancer la campagne au plan régional par la suite. Fort et Uni s'est affiché à travers tout le Québec, des centaines de grandes bannières, des milliers d'affiches, des magnétiques de portières avec nos messages Fort et Unis pour la gestion de l'offre, pour nos emplois, pour les aliments d'ici, pour notre agriculture, ont été distribués. Les producteurs, mais aussi les partenaires, se sont appropriés le slogan. Nous avons aussi mis en ligne un nouveau site Internet, Fort et Uni, tourné et diffusé sur les médias sociaux, des vidéos d'appui de partenaires, publier des publicités dans les quotidiens et les hebdos, et diffuser un message radio au moment critique de la négociation. Le moment venu, nous n'avons pas hésité à vous mobiliser. 24 juillet à Sainte-Marie, 1000 producteurs au bureau de Maxime Bernier. 27 juillet, plus de 400 producteurs au bureau de Denis Lebel, en marge de la conférence ministérielle d'Hawaii. Le 24 septembre à Montréal, plus de 1500 producteurs venus marcher à Montréal, dans les rues de Montréal, à 3 jours d'avis. On a organisé ça assez rapidement. Des jeunes, des femmes, des hommes, des enfants, devant Radio-Canada, pour poser des questions en vue du débat à la veille d'une autre conférence ministérielle, celle d'Atlanta. Puis, nous avons invité les régions à se mobiliser en marge de la réunion ministérielle d'Atlanta. Et vous avez répondu au-delà de nos attentes. À partir du 30 septembre,
les producteurs de la base ont également entrepris des actions. Ce sont plusieurs milliers de producteurs qui sont mobilisés dans ces actions régionales. Nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli avec cette mobilisation. On n'a jamais autant parlé de la gestion de l'offre dans les médias. Depuis le début de la campagne à la fin octobre, nous avons dénombré pas moins de 500 articles dans les quotidiens de la province, sans compter tous les textes dans les hebdos, plus de 1500 segments de nouvelles dans les médias électroniques, pour la plupart favorables au plus fort de notre campagne, selon Influence Communication, une agence qui mesure le poids de nouvelles dans les médias. Le PTP était parmi les 3 sujets les plus couverts au Canada. Il y avait la burqa, il y avait le PTP, l'autre. Moi, j'ai été faire une entrevue, j'attendais à 24-60, puis la madame qui lit le téléjournal, Mme Galipo, à l'arrivée, elle a dit « On sait c'est quoi la gestion de l'offre. Je suis capable de l'expliquer à toute ma famille. » Ça, c'est parce que vous avez fait du travail, et ici, fait du travail. Nous avons réussi à faire la préservation de la gestion de l'offre un des enjeux de l'élection fédérale du Québec. Ce n'est pas rien. L'appui de la population était aussi au rendez-vous. Un sondage pan-canadien commandé par les PLC et publié en juillet dernier a révélé que 91 des Canadiens trouvaient important que les produits laitiers qu'ils consomment soient canadiens et que 85 trouvaient important que le gouvernement canadien protège l'industrie laitière dans toutes les négociations de libre-échange. Toutes sortes de rumeurs ont circulé sur le sort que serait réservée la gestion de l'offre durant la négociation du PTP. Certains pays réclamaient l'élimination des tarifs. L'élimination des tarifs n'est plus de gestion de l'offre. Au Canada, plusieurs adversaires de notre modèle réclamaient le démantèlement pur et simple de notre système. On a laissé entendre que le Canada était prêt à laisser entrer 15, 10. Finalement, après 2 ans, après l'accord avec l'Europe, le gouvernement canadien a signé, le 5 octobre, un accord avec le PTP. Au moment de l'annonce, le gouvernement a parlé d'une concession qui représentait, 5 ans après l'entrée en vigueur de l'entente, une concession équivalente à 3,25 de notre marché total. Il a aussi annoncé des compensations de 4,3 milliards de dollars en compensation pour les secteurs sous gestion de l'offre. Il est évident que nous avons été extrêmement déçus de cette nouvelle concession du Canada après celle de l'Union européenne, il y a 2 ans. Mais notre détermination et notre mobilisation ont très certainement limité les dégâts. Les 6 000 pages de l'entente ont été rendues publiques il y a un peu plus de 2 semaines. Les producteurs laitiers du Canada ont évalué que les concessions variaient plutôt entre 3,4 et 4, selon les scénarios optimistes et pessimistes. Il ferait perdre entre 190 et 250 millions de dollars par année aux producteurs. À l'issue de la campagne électorale, grâce à cette mobilisation, nous avons obtenu des engagements écrits des principaux partis politiques fédéraux sur le contournement des frontières et sur la compensation des pertes des producteurs. Les compensations annoncées par le précédent gouvernement comprenaient 2 volets pour les producteurs. Un premier de 2,4 milliards pour compenser temporairement les pertes de revenus et un second de 1,5 milliard qui compenserait une éventuelle perte de valeur du quota. Il est très peu probable que le quota baisse de valeur dans un avenir prévisible, puisque l'essentiel de la gestion de l'offre a été préservé et que la demande pour le quota va se maintenir. Nous avons demandé que ce volet soit transformé en compensation pour la perte de marché sur la base de la valeur de droit de produire en raison des importations. À propos des contournements des contrôles douaniers, nous avons demandé que le prochain gouvernement s'engage à régler ces problèmes dans les premiers mois de son mandat. Les États-Unis, nos voisins immédiats, de qui nous provient le lait filtré, n'hésitent pas à protéger leur marché lorsque c'est nécessaire. À la mi-octobre, ils ont augmenté leurs tarifs. Il y avait des tarifs sur le beurre de 510 $ US la tonne. Ils les ont fait passer à 2051 $ la tonne. Pourquoi? Les objectifs avoués est de bloquer les importations européennes, qui réussissaient à pénétrer le marché américain pour compenser la perte du marché russe. Les libéraux ont pris des engagements par écrit par rapport à nos 2 demandes. Premièrement, ils se sont engagés à revoir les normes et les règles et pratiques en vigueur relativement à l'importation de produits alimentaires, notamment les protéines laitières. Et deuxièmement, à examiner attentivement la question des compensations à être versées aux agriculteurs en fonction des termes de l'entente, le tout en consultation avec les secteurs visés. Nous donnerons la chance aux coureurs. Le nouveau gouvernement doit avoir le temps de maîtriser les dossiers avant d'agir. Mais leur courbe d'apprentissage devrait être rapide. Nos attentes sont élevées et nous souhaitons des actions concrètes dans les premiers mois de leur mandat. Nous nous préparons à rencontrer nos députés dans leur comté dès le début de 2016. C'est une démarche très importante et on ne doit pas sous-estimer l'impact. Nous comptons sur vous pour les accueillir, les informer
et leur rappeler leur engagement et nos attentes. Certains signaux devront être rapidement clarifiés. Dans la mesure où le gouvernement libéral confirme que le Canada signera le PTP, les compensations promises par l'ancien gouvernement sont un minimum requis. On n'acceptera rien de moins. La lettre de mandat du premier ministre au nouveau ministre de l'Agriculture est très décevante pour les producteurs sous gestion d'offres. Aucune allusion directe à la défense de notre modèle ou des resserrements de mesures de contrôle anti-contournement des frontières dans les priorités écrites. Je le répète, nous sommes prêts à laisser la chance aux coureurs, mais ces enjeux devront rapidement devenir des priorités gouvernementales si ce n'est pas déjà le cas. Le gouvernement devra comprendre qu'investir dans les mesures d'atténuation d'impact et remplir entièrement sa responsabilité de contrôler les importations, c'est favoriser le maintien des retombées économiques majeures de nos secteurs au Canada. C'est aussi important que les dépenses d'infrastructures promises pour l'économie de notre pays. Et en plus, ça ne lui coûtera pas un sou s'il contrôle bien les frontières. Plusieurs enjeux importants nous confrontent. Nous avons plusieurs raisons d'être confiants dans l'avenir de notre secteur. Il n'y a plus de menace de négociation commerciale dans un horizon prévisible. Nous sommes en action pour résoudre nos problèmes aux frontières et finaliser un plan de compensation adéquat pour les concessions faites dans le PTP et l'ACG. La demande est croissante pour nos produits laitiers et nous avançons dans notre projet d'initiative qui démarquera notre lait et répondant aux attentes sociétales. La défense de gestion d'offres et la mise en marché collective, le travail pour l'amélioration de la rentabilité de nos entreprises est une tâche qui ne sera jamais complétée. Comme le disait un délégué de Chaudière-Appalaches, qui citait Bossuet, 100 fois sur le métier, tu remettras ton ouvrage. Soyez assurés que nous le ferons sans hésiter. Tant que nous demeurons forts réunis, déterminés et persévérants, nous pourrons envisager avec optimisme l'avenir de nos fermes, de nos productions et de notre secteur. Merci.